Lazare n'était pas membre du faisceau nazarien avant sa résurrection. Son séjour dans l'astral lui a permis de libérer certaines parties de son ego qui étaient liées aux consistances nazariennes. Par la suite, il a joué le rôle du hasard, manipulant l'Union soviétique et préparant son unité. Il a également vécu à l'époque de Pierre le Grand en Russie et a travaillé pour faire de l'Amérique un peuple de liberté correspondant à l'Union soviétique. Il s'est aussi fait connaître sous le nom du comte de Saint-Germain, participant à la restructuration de la franc-maçonnerie en Angleterre. En ce qui concerne les évangélistes associés à des animaux, cela s'explique par le fait que l'intelligence utilisait les formes animales pour impressionner les égos. Par exemple, l'aigle était associé à la sévérité, le taureau à la colère, et le lion à la puissance. Les animaux ont été utilisés comme porteurs d'intelligence pour communiquer avec les individus. De plus, le contact supramental pouvait modifier le faciès des individus pour correspondre à l'animal représenté par l'évangéliste. C'est pourquoi on trouve des relations entre les animaux et les évangélistes dans différentes religions. Lors de cette conférence, le discours se concentre sur le lien entre le passé, le présent et le futur. L'orateur évoque la vision des Indiens d'Amérique selon laquelle l'animal était porteur d'une vision qui permettait de comprendre de nombreuses choses. Il se pose ensuite des questions sur l'ego, l'esprit et la transformation de Jésus. L'orateur explique que les faisceaux d'apôtres ne sont pas attribués à un individu spécifique, mais sont plutôt des expressions collectives. Il aborde également la question de choisir son passé en fonction de son futur, et souligne que le temps mental fonctionne différemment du temps matériel. Il explique sa démarche visant à explorer les souvenirs présents dans nos égos et âmes pour inventer notre passé, en attirant des mémoires du passé. Finalement, il aborde la notion d'ombre de forme et le fait que notre futur influence notre passé, notamment en choisissant des réincarnations correspondantes à nos aspirations. L'orateur souligne aussi l'importance de garder une certaine prudence par rapport à l'ego, tout en permettant à certaines choses de se révéler dans la conscience des individus. La Terre est en quarantaine en raison des différences entre les êtres humains, ce qui rend difficile la mise en place d'un gouvernement planétaire. Ces différences sont nécessaires pour favoriser l'évolution et l'exploration de diverses possibilités. La Terre est mise en quarantaine pour la protéger du pillage par d'autres civilisations extraterrestres. Cette quarantaine pourrait durer encore un certain temps, peut-être jusqu'à l'an 3000 ou même plus longtemps. La quarantaine est contrôlée par l'humanité elle-même, et non par une civilisation galactique. Les Vorondadeks sont des êtres énergétiques qui agissent en tant que gardiens de l'évolution humaine. Ils ont été créés par l'humanité lors de son effusion à travers les différents niveaux de l'univers. Leur rôle est de protéger l'humanité en maintenant une quarantaine et en empêchant les influences extérieures d'interférer. Ils ont un centre énergétique dans une région particulière d'une galaxie de cet univers. Leur fonctionnement est mécanique et ils n'ont pas de choix dans leurs actions, ils observent simplement les événements se dérouler. Cependant, ils finiront par fusionner avec l'humanité à un certain moment. Le texte parle des différentes énergies présentes dans l'univers et leur influence sur les mondes en évolution. Il mentionne une énergie appelée Vorondadek ainsi que les Melchizedek, des hiérarchies énergétiques. Il explique que ces énergies peuvent rendre invisible ce qui se passe sur notre planète, formant une barrière de protection contre les enlèvements extraterrestres. Lorsqu'un extraterrestre reste pris sur notre planète, il peut devenir égoïque et abuser de son pouvoir. Certains extraterrestres tentent de transfuser leur évolution aux humains, mais cela fonctionne rarement. Le texte aborde également la notion de lieux interdits qui sont des structures semblables à des blocs de glace et qui énergisent régulièrement les humains. Ces blocs sont placés par des ordres mécaéliens et ne sont pas directement liés à l'énergie Vorondadek. Dans cette conversation, il est discuté du rôle des gardiens de la DEC, détection des événements conséquentiels, par rapport à la gérance. Les gardiens de la DEC sont considérés comme des exécutants plutôt que des gérants, car leur tâche est mécanique et ne nécessite pas de gestion. Le concept d'agitateur de pensée est également abordé, décrivant comment ces agitateurs pénètrent la conscience mentale des individus évolués pour les instruire. On souligne que les ajusteurs de pensée sont les plus proches des phénomènes intentionnels et extra-créationnels, et qu'ils ne sont pas soumis à une hiérarchie spécifique. En ce qui concerne le sauvetage d'une personne qui se noie, on explique que le sauvetage ne se fait que si la personne demande de l'aide, afin de respecter son consentement. On met également en avant la différence entre les actions conséquentielles, basées sur les conséquences prévues, et inconséquentielles, sans réflexion sur les conséquences. Enfin,
il est mentionné que celui qui pollue en étant conscient des conséquences est inconséquentiel, mais celui qui pollue par ignorance devient simplement un événement sans volonté propre. L'être humain est conscient de l'importance écologique et cherche à agir de manière logique. Il éduque son ego pour qu'il agisse en conséquence de sa conscience. Cependant, du point de vue cosmique, l'humain est insignifiant. L'intentionnalité de la création est un phénomène complexe et mémoriel lié à l'attention interne. La création n'est ni intentionnelle ni accidentelle, mais elle existe grâce à l'intentionnalité. Il est difficile d'expliquer ce concept de manière logique, car les mots n'ont pas de valeur au-delà des dimensions de notre création. Dans cette déclaration, l'auteur réfléchit sur le concept de création et d'extra-créationnalité. Il affirme que la création n'existe pas en dehors de notre sphère de réalité et qu'il n'y a pas de coordonnées extérieures pour localiser la création. Il considère la création comme un accident et soutient que l'homme ne peut pas comprendre l'infinité de l'extra-créationnalité. Il exprime également que poser des questions sur l'histoire ou la réactionnalité de la création peut entraîner des dangers. L'auteur évoque la possibilité de développer ces idées plus tard, mais précise que cela ne fait pas partie de l'interview actuelle. Dans cette conversation, il est débattu de la vitesse de la lumière, limitée à 299 792,5 km/s dans notre continuum temporel. Il est suggéré que si le cerveau humain fonctionnait à une telle vitesse, il aurait accès à une connaissance instantanée et immédiate. Cependant, il est précisé qu'au-delà de cette limitation, dans des niveaux de conscience supérieurs, il y aurait un accès à quelque chose de différent, mais il est contesté que cela entraînerait un nouveau vocabulaire. Au lieu de cela, il serait question d'un transfert d'informations sans utiliser les mots. La notion d'extra-créationnalité est également abordée, en tant qu'état d'être instantané et sans durée. Cependant, l'utilisation du terme sans temps ou instantanéité sans temps est remise en question, car cela ne semble pas pertinente. Enfin, il est souligné que la conscience est un phénomène de création qui se manifeste dans l'espace-temps, mais il est également argumenté qu'au-delà de l'identification de l'ego, il y a une mécanicité pure de la conscience qui n'a plus besoin d'identification. Finalement, il est mentionné que la création existe, mais qu'il n'y a pas de côté obscur, car tout ce qui a été fait est déjà du passé. Travailler pour le côté obscur signifierait donc travailler pour le passé. Le texte semble discuter de la différence entre travailler pour le côté clair, le futur, et le côté obscur, le passé. L'auteur soutient que le travail pour le côté obscur permet de recréer le passé et empêche l'évolution de l'humanité, tandis que travailler pour le côté clair permet d'avancer vers l'avenir. L'ego est présenté comme un obstacle à la compréhension de ces concepts, mais l'auteur souligne que savoir que l'on est manipulé permet de s'en sortir. La finalité du texte est d'affirmer que chacun peut trouver son confort et s'épanouir dans le monde matériel, mais que les questions liées à l'extra-créationnalité relèvent du mental plutôt que de l'ego. Le texte parle d'un jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Il fait une analogie entre ce jeu et la vie, suggérant que pour réussir dans la vie, il faut éviter de vivre. Il évoque ensuite l'idée que l'ordinateur ne réalise que le jeu est absurde qu'après y avoir joué, et que les humains sont semblables. Il mentionne également l'idée que ceux qui ont été tirés au sort pour vivre sont plus perdants que gagnants. Le texte fait également référence à des concepts écologiques, soulignant que nous sommes à la veille d'une crise environnementale et se demandant pourquoi il faut attendre des extrémités pour que les humains se réveillent. Il conclut en affirmant que des individus engagés dans la conscientisation et la diffusion d'informations peuvent accélérer ce réveil, tout en soulignant l'importance de générer suffisamment d'énergie pour permettre à ces individus de survivre et de réveiller les autres. Enfin, il souligne que l'intelligence ne peut pas être forcée et que l'ouverture de l'ego ne se produit que lorsque l'individu n'a plus d'autre choix. Dans cette conversation, il est question de différentes notions philosophiques et métaphysiques. L'interlocuteur soulève le fait que l'humanité ne semble pas comprendre la valeur de l'essermement et qu'il est difficile de transmettre l'intelligence à ceux qui ne la possèdent pas déjà. Il mentionne également que l'ego humain a du mal à comprendre la logique, ce qui mène à des comportements destructeurs envers la planète. La discussion aborde également des questions sur l'univers, sa genèse et son expansion. L'interlocuteur nie la possibilité d'un cycle infini d'expansion et de contraction de l'univers. Il explique ensuite que les 14 faisceaux et fusées ne forment pas un diamant ou la pierre philosophale, mais que cette dernière est une combinaison d'énergie vitale et solaire et tellurique. L'interlocuteur admet qu'il ne peut pas révéler ce qu'est une pièce philosophique,
mais donne des indices suggérant qu'il s'agit d'un agglomérat d'énergie vitale avec des propriétés alchimiques. Il explique que la pierre philosophale permettrait notamment de rajeunir et de transformer les minéraux en or. Cependant, il précise que ceux qui en fabriquent une finissent souvent par la perdre en raison de leur ego et de la perte de valeur qu'elle subit avec le temps. Finalement, l'interlocuteur affirme qu'il est possible de fabriquer une pièce philosophique, mais pas de la reconstituer une fois perdue. Le processus d'alchimie n'est pas un jeu, mais un travail de plusieurs années qui demande un isolement total dans une pièce remplie d'objets. Aujourd'hui, il est plus efficace de travailler sur soi-même plutôt que de chercher à créer une pierre philosophale par des moyens externes. Si nous mourons, nous nous réincarnons, il suffit de planifier notre prochaine réincarnation pour pouvoir nous retrouver dans le futur. Pour conserver des écrits sur une longue période, il suffit de les signer avec un nom fictif et de commencer par le terme prophétie, cela garantit que les humains les garderont longtemps. Les émotions ont des saveurs qui vont au-delà du simple plaisir ou du déplaisir, on peut se fier à ces saveurs dans le processus d'anégoïsme. Le 13e faisceau ne contient que quelques centaines de personnes car la majorité a déjà été fusionnée par le comte de Saint-Germain. Chaque faisceau a une spécificité et on peut leur donner un nom, mais il faudra en parler plus en détail ultérieurement. La mécanique qui détermine à quel faisceau un être appartient ne dépend pas du choix de cet être, le faisceau descend vers lui. Si une partie du corps vital a tendance à s'éloigner du corps physique, manger de l'ail peut remédier à cela. L'existence d'un trou noir qui absorbe de l'énergie autant. Vibration intrigue, mais il n'y a pas de perte d'énergie perceptible.